Qui contrôle les récits, contrôle l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui décrypte comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent le leadership et les rapports de force. Je suis Fadila Brahimi, j'accompagne les dirigeants et les organisations pour reprendre le contrôle de leur influence, anticiper les impacts de l'IA et construire un leadership fort, solide, face aux nouveaux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous explorons les transformations du pouvoir à l'ère des IA génératives, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions en direct. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce nouveau monde ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun débat et rejoignez-nous en live pour partager votre vision. Le sujet, ce soir, c'est souveraineté numérique, un truc de ringard. Alors la souveraineté numérique, j'en ai déjà parlé avec mes collègues du livre Web 2.0, 15 ans déjà et après, sur la chaîne Réenchanter Internet, notamment avec Fabrice Pelboin et Anthony Poncier et Olivier Itéanu, parce que, pourquoi là ? Parce que la souveraineté, en principe, c'est la grande puissance de commander, et donc, pour l'État, c'est sa capacité à agir dans le cyberespace et à pouvoir réguler et à peser un peu sur l'économie. Alors je fais un petit peu de définition. Pourquoi ? Parce que c'est important de savoir qu'au départ, on parle de ça, mais que, in fine, quand on va parler de souveraineté numérique, et vous le verrez avec les invités, que ce n'est pas uniquement au niveau des nations. Il y a plusieurs définitions de la souveraineté numérique. On peut le prendre sur le plan individuel, sur le plan économique. Mais alors, pourquoi dire un truc de ringard ? Parce que je vais vous faire écouter une petite vidéo. Il s'avère que Michel Debré, en 1966, j'aime bien le citer, en parlait déjà. Il ne s'agit en aucune façon de créer un monopole. Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Voilà, en quelques mots, notre objectif, notre préoccupation. Pourquoi ? Alors oui, en 1966, Michel Debré annonce évidemment cet accord calcul qui vise, dans l'objectif, c'était tout simplement d'avoir une très grande ambition pour la France et d'être doté d'une industrie informatique digne de ce nom, etc. Et que s'est-il passé depuis 50 ans ? Il y a eu d'autres plans, et aujourd'hui, on s'aperçoit un petit peu quand même qu'il y a une sorte de défaite dans cette démarche-là. Alors la défaite, regardez-nous individuellement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? On a tous constaté qu'on dépendait quand même des GAFAM. Bon, ça, c'est juste ce qu'on a pu peut-être percevoir dans notre quotidien aussi bien professionnel, mais aussi on a entendu ces dernières années dans l'actualité de nombreuses affaires qui quelque part nous permettaient aussi de prendre conscience que nos données, nous échappaient et on pouvait être influencé notamment lors des élections, que ça soit de Trump, que ça soit le Brexit, etc. Alors moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi pour en parler ce soir et j'accueille donc, je vais mettre dans l'ordre d'apparition et je laisserai Anthony et Olivier parler à la fin. Anthony Poncier, qui est... Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors Anthony, il est docteur en histoire sociale et politique, expert en transformation digitale et ça fait quand même quelques années qu'il voyage. Il a une approche aussi à la fois historique mais géopolitique et géostratégique, notamment sur la battle, on va dire, entre les GAFAM et les BATX. Donc ça va être très intéressant pour ça. Pierre Bonis, bonsoir, tu étais là il y a 2 semaines. Bonsoir Fadila, bonsoir à toutes et à tous. Tu reviens, donc tout s'est bien passé pour toi. Je rappelle que tu es directeur général de l'AFNIC, qui est l'autorité de régulation et de coopération du .fr. J'ai bien dit, j'ai pas oublié un mot. On n'est pas une autorité, on est une association. Ah oui, une association, c'est vrai. Une association et on ne régule pas. Mais c'est presque ça, on gère le .fr. Alors donc toi ton approche aussi va être très intéressante parce que tu as une vision aussi extrêmement stratégique et institutionnelle aussi et en relation aussi avec les enjeux des entreprises notamment françaises. Mona Traïka, bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous. Alors, tu es conseillère territoriale développement numérique, Pleine Commune et Grand Paris. Autant dire que tu es aussi très proche des préoccupations et des questions autour des politiques développement numérique. Tout à fait. On œuvre à intégrer dans l'ensemble de nos politiques publiques le numérique et la gouvernance et la souveraineté fait partie des enjeux majeurs. Merci. Fabrice Eppelboin. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, on a la chance d'avoir Fabrice ce soir parce qu'en ce moment tu es tout le temps à la télé. Dès que j'allume la télé, je te vois. Donc ravi de t'avoir ce soir avec nous. Tu te présentes comme chercheur, enseignant, entrepreneur. Enfin, tu es un grand spécialiste des médias sociaux et du web social et je sais que tu fais partie de ceux qui nous ont. Je vais utiliser un terme que je sais pas si tu vas apprécier, mais je veux dire, je te considère un peu comme un lanceur d'alerte, on va dire, quelque part, dans cet écosystème français. On va dire activiste plus que lanceur d'alerte. Je me saisis régulièrement de sujets. Le dernier en date étant la souveraineté numérique. Ceux qui me connaissent depuis longtemps m'ont peut-être connu sur Adopi ou sur le Printemps arabe. J'ai régulièrement des nouvelles marottes. En ce moment, c'est la souveraineté numérique. Et au final, avec un peu de recul, c'est assez cohérent. Ce qui est déjà ça. Merci à toi d'être là. En tout cas, un autre activiste qui est dans l'univers du cloud, de l'automatisation des applications, Quentin Adam. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es le CEO de Clever Cloud et donc je pense aussi que ton approche va être super intéressante parce que justement on va parler tout à l'heure d'un élément d'actualité suggéré par Maître Olivier Itéanu. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est à ton initiative que nous avons lancé cette room. Tu avais envie de parler de souveraineté numérique. On reviendra un peu sur je dirais ce qui t'a motivé. C'était notamment l'accord Generali Orange du cloud, mais aussi d'autres éléments de l'actualité comme les données Capgemini. J'ai dit un truc, d'accord, merci. Ouais. Autour des données de santé, des données personnelles. J'aimerais faire un petit tour de table très rapide pour vous poser à tous une question. Évidemment, c'est la question qui est à l'ordre du jour. Souveraineté numérique, un truc ringard. J'aimerais déjà qu'on puisse poser un peu la météo finalement de cette room. Est-ce que vous diriez chacun d'entre vous, Olivier, je te ferai réagir à la fin. Je vais commencer par Anthony. La question c'est est-ce que vous diriez que la souveraineté numérique, bon, c'est un vieux mirage, puisque je vous ai quand même fait passer les quelques phrases de Michel Debré. Est-ce que c'est un vieux mirage inaccessible, une utopie pour construire le monde de demain, un challenge à petits pas? Est-ce qu'on a rêvé trop grand? Je sais pas. Pourquoi? Alors moi, je vais te répondre avec 2 citations, parce que je travaille sur ces questions-là, au-delà des trucs d'histoire et de géopolitique, avec un certain nombre de personnes depuis le début des années 90, que ce soit Valentin Lacambre et autres. Et à l'époque, il y a... En fait, quand j'ai lu ton titre, c'est un truc de ringard, ça m'a renvoyé à l'idée que connaît bien aussi Fabrice, Jean-Marc Manac, avec qui j'ai aussi bossé sur cette question à l'époque, qui parlait de la vie privée, un truc de vieux con, c'était le titre d'un de ses bouquins, et je pense que oui, on avait une certaine sensibilité. Et la souveraineté numérique, le vrai problème, c'est que moi, je l'élargis de manière beaucoup plus vaste. Je l'élargis avec ce que j'ai pu faire avec les gens des Big Brother Awards. Je pense que ça touche à la vie privée, à la connaissance des technologies, ce que ça implique pour nos vies à chacun. Donc, je me place d'un point de vue purement individuel. Et ça, là, et donc, j'ai cité quelqu'un d'autre, en l'occurrence, quelqu'un avec qui je fais pas mal de choses avec Gandhi. C'est Laurent Chemla. À l'époque, il a sorti un bouquin qui s'appelle « Je suis un voleur ». Et l'idée du bouquin « Je suis un voleur », c'est de dire, voilà, parce que je connais quelques trucs, j'ai en profité pour m'enrichir sur le dos d'autrui. Et je pense que le vrai problème de la souveraineté numérique et de tout ce qui va autour, des questions de vie privée, des questions de fichage, des questions de surveillance, des questions de données, des questions d'algorithmes, tout ce qui va avec, en fait, les gens, et les GAFAM, mais pas que, et un certain nombre d'entreprises, voire les États, profitent en fait de cette méconnaissance des gens, de tout ce que ça implique. Et à partir de ce moment-là, pour que les gens puissent retrouver à leur niveau une véritable souveraineté numérique, il faudrait qu'un certain nombre d'institutions et d'individus arrêtent de se comporter comme des voleurs. Donc non, c'est encore possible. La preuve, sinon ça servirait à rien. Fabrice parlait d'être un activiste. Qu'on fasse preuve d'activisme pour essayer d'aller dans la bonne direction. Mais c'est vrai que le chemin va être long et compliqué parce qu'à différents niveaux, il y a différents verrous et que ces verrous-là sont tenus par ces voleurs.
Ok, donc toi, merci beaucoup. Tu prends l'axe en fait. Et là, c'est marrant, ça résonne aussi beaucoup avec quelque chose que je vais citer tout à l'heure. Mes connaissances et le fait aussi de s'enrichir en fait sur le dos d'autrui. J'informe juste tous celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que pour le moment, les mains sont fermées. On fait un tour de table pour le moment, oui, chacun son tour, mais après, vous inquiétez pas, on fera sauter l'ordre. Plus que s'enrichir, c'est profiter de sa position de domination par rapport à une connaissance pour imposer quelque chose d'autre, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique, puisque là je parlais d'institutions ou d'État. C'est cette connaissance qui fait que je vais en abuser et en profiter auprès de différents publics. Ok, merci à toi. Pierre, c'est un truc de ringard, il faut encore y croire Alors, non, je pense qu'il faut évidemment y croire, et je dirais même pas, j'enlèverai le encore, et je pense pas du tout que ce soit ringard. Moi, je parle évidemment à travers l'expérience de l'AFNIC, mais très rapidement aussi, je trouve que j'ai une expérience de négociation internationale aussi là-dessus, depuis les années 2000 à peu près, le sommet mondial sur la société de l'information. J'étais aux affaires étrangères à l'époque, et depuis donc plusieurs années, cette question de la souveraineté numérique, elle se pose. Alors moi, la manière dont je voudrais l'aborder très rapidement, vraiment, c'est en fait d'essayer de voir à quel moment elle finit par être acceptable dans le champ de la discussion internationale. Et pour moi, ce moment-là, il est en deux phases. Il est d'abord après Snowden, et il est pendant la pandémie. C'est-à-dire que jusqu'à ces moments-là, à l'international, dans les débats intergouvernementaux, internationaux, multi-acteurs, souveraineté, ça voulait un peu dire qu'on était contre l'accompagnement de la mondialisation heureuse par l'Internet. Depuis ces moments-là, on peut considérer que c'est pas un gros mot et que ça veut pas dire qu'on est fermé au monde, mais que on a besoin les uns les autres d'avoir une forme d'autonomie et de souveraineté sur des éléments qui sont vitaux dans nos vies. Voilà, donc je pense que c'est un concept qui est très politique, qui remue aussi des choses qui vont par certains côtés je dirais de l'anarchisme libertarien californien de début de Barlow, jusqu'à aujourd'hui une forme de souverainisme de mauvais aloi à la chinoise. Donc c'est un concept manifestement géopolitique, et moi j'ai envie de le prendre comme ça. Ok, merci à toi. Mona, on continue ce tour de table, comme ça nous permettra de voir un peu les opinions de chacun. Alors, effectivement, pour moi, la souveraineté, elle n'est pas du tout ringarde. Je dirais, elle est plus que jamais d'actualité. Tu évoquais la crise Covid, les données, etc. En fait, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience collective des enjeux, et on a remis au cœur de tout ça l'acceptabilité des populations et notre capacité à être acteur de nos transformations numériques, et en tout cas de vouloir, ce que j'appelle moi souvent, reprendre la maîtrise de notre destin numérique collectif. Donc c'est pas du tout ringard, sauf que effectivement, je crois que pendant des années, on a aujourd'hui des débats qui sont d'actualité, mais pour je dirais les professionnels du digital, la donnée, notamment t'évoquais dans ton introduction des postes, le e-commerce. La donnée, elle est au cœur de tout depuis des années, et aujourd'hui, on a un véritable éveil de conscience. Mais on a beaucoup fonctionné, je dirais, on parlait l'intervention précédente qui parlait de mondialisation, on est dans tout à fait ça, c'est-à-dire que on a beaucoup fonctionné comme étant des followers de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait soyons innovateurs et non pas followers. Donc on est rentré dans une ère où on était beaucoup, une partie du monde qui était followers de toute l'innovation qu'on avait de l'autre côté de l'Atlantique. Et je crois que aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience de se dire, de replacer le curseur en termes de souveraineté pour savoir où il faut aller et quel champ il faut explorer. Et par là, j'entends être innovateur. Et être innovateur, ça passe par se réapproprier des champs qui n'ont pas encore été envahis, je dirais, et des terrains qui ne sont pas encore envahis par ce qu'on appelle les GAFAM et les BATX. Et là, on retrouve effectivement, il y a tout un champ où on a une obligation, je dirais, à la fois de protéger l'innovation
Alors moi, je dirais Made in France en général, européenne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se situent au niveau européen. Mais on a besoin de se recentrer sur des terrains où on se positionnera en étant innovateur et non plus followers, tel que ça a été le cas par le passé, ce qui permettra de ne plus courir après des GAFAM, mais des BATX qui ont, je dirais, quelques dizaines d'années d'avance. Et de se réapproprier notre destin numérique collectif. Donc la souveraineté numérique, c'est un enjeu majeur et encore plus dans les années à venir. Mais tout le monde parle du monde de demain, mais je crois qu'on le vit tous au quotidien, en tout cas dans le digital. Très bien, je te remercie. On aura peut-être l'occasion justement de revenir pour voir sur cette idée de cette obligation là de protéger et d'encadrer ou de recruter. On va voir s'il y a des pistes. En attendant, on va écouter Fabrice. Fabrice. Je vais rebondir sur ton introduction. En 67, Debré annonçait une grande volonté de souveraineté numérique, quelque part, à travers l'impérieuse nécessité d'être en mesure de construire des ordinateurs. Alors, c'est un vieux souvenir, mais c'est à peu près contemporain de l'invention par Louis Pouzin du datagramme, qui est le précurseur de TCP/IP, qui est la base de l'Internet qu'on utilise tous les jours. Et l'invention du Pouzin, on l'a bêtement laissé filer aux États-Unis parce que personne n'en voulait. Ça a été suivi à partir de cette date-là, de cette fameuse mondialisation heureuse qui s'est déroulée à peu près sans accroc. Petit épisode entre 80 et 83 avec Mitterrand, mais en dehors de ça, on a joyeusement suivi la piste de l'ouverture totale des frontières et de la disparition progressive du rôle de l'État dans la gestion des affaires courantes et surtout de l'économie. Et puis on a eu ces derniers temps quelques épisodes qui ont commencé à faire changer les choses. Alors, il y avait, comme le disait Pierre, il y a eu ce triste épisode avec Snowden où tout d'un coup on a été obligé de regarder en face le fait que oui, il y avait une surveillance de masse qui était largement avancée, qui se mettait en place, et le grand public est encore très 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 loin de découvrir à quel point c'est généralisé, et pas que pour les États-Unis. Et puis évidemment, plus récemment, il y a eu cet épisode Covid qui nous a mis le nez dans notre manque total de souveraineté numérique, mais aussi à travers d'autres éléments de souveraineté qui ne sont pas numériques, je pense aux vaccins, aux masques, à tout un tas d'éléments qui nous ont clairement montré que en cas de problème, et l'avenir avec notamment le climat nous réserve quand même pas mal de problèmes, en cas de problème, au final, ça n'était guère que sur les nations qu'on pouvait compter et que la souveraineté s'imposait dorénavant comme une impérieuse nécessité. Donc on est dans cette phase, espérons post-Covid, on va croiser les doigts, où là, pour le coup, la souveraineté n'est plus ringarde. C'est tout nouveau, tout beau. Hein. Il y a encore quelques années, c'était un truc de facho. Aujourd'hui, même notre gouvernement, qui jusqu'ici versé dans l'extrême inverse, commence à adopter un vocabulaire de souveraineté et essayer de mettre de la souveraineté à toutes les sauces. Et puis, cet épisode Covid nous a très clairement montré que sans les GAFAM, on n'aurait pas pu avoir une continuité d'éducation, on n'aurait pas pu faire de télétravail, que très clairement, on était dans une situation de dépendance totale et que ça allait poser des problèmes à l'avenir. On évoquera probablement les problèmes macroéconomiques de transfert de valeur qui vont nous tomber dessus parce que pour l'instant, n'oublions pas, le cloud est totalement subventionné. On est face à des acteurs américains qui ont les poches très très profondes et qui achètent le marché, mais à un moment ou à un autre, de la même façon que vous avez vu les tarifs de Uber monter en flèche une fois qu'ils avaient acquis leur marché, on va avoir la même chose sur le cloud. Et là, d'un point de vue économique, au niveau de la nation, ça va se ressentir. Au niveau des résultats de nos entreprises, ça va se ressentir. Mais ça va prendre encore 2 ans, 5 ans, peut-être 10 ans. Mais tôt ou tard, les choix qu'on a fait aujourd'hui en matière de digital vont se payer en matière d'emploi, en matière de croissance, de façon cataclysme. Ok, donc c'est plus un truc de ringard, bien au contraire, ça devient même un impératif aujourd'hui et ça devient au goût du jour. On doit tous s'en emparer aujourd'hui pour les diverses raisons que tu viens d'évoquer. Merci Fabrice. J'informe donc toutes celles et ceux qui nous écoutent. D'ici 5 bonnes minutes, on va ouvrir, on va dire, la possibilité de venir on stage. On va laisser déjà Quentin réagir avant de passer la parole à Olivier. Quentin, alors pour toi, truc de ringard, un vieux rêve? Tu y crois? Non, je pense. En fait, je pense que c'est le moment d'y croire et c'est le moment de se rendre compte du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, en fait, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Si vous voulez, c'est la révolution industrielle du secteur tertiaire. Ça fait des années qu'on le dit et c'est en train de devenir cette réalité-là. Et en fait, le numérique, en fait, c'est jamais que les bases de fonctionnement de cette révolution industrielle. Et si je prends le secteur du cloud qui me concerne, parce qu'en fait c'est le secteur de base en fait de ce qu'on fait,
le cloud, aujourd'hui, pèse 18% de ce qu'il pèsera comme marché en Europe en 2029. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché qui est pas du tout mature, c'est un marché qui est en pleine phase de construction, et c'est un marché sur lequel aujourd'hui on a une présence nulle, parce que, en fait, il n'y a aucune réaction. Et en fait, tous les marchés qui vont se déployer au-dessus de ça. Et donc là, on est en train de parler de toutes les process, de toutes les informations, de tous les systèmes clés de toute notre économie de demain, sur lequel on n'a aucun contrôle. Au mieux, c'est nébuleux, et sur lequel surtout on déserte le champ de bataille avant même qu'il y ait une bataille. Et ça, c'est à mettre en parallèle d'un truc qui est notre balance économique. Moi, quand j'ai commencé à bosser, la France, c'était la 5e économie du monde. Aujourd'hui, on est la 7e. Parce qu'en fait, notre économie s'appauvrit. On a une balance économique largement déficitaire. Parce qu'en fait, il y a des choses, on les importe systématiquement. Il y a des trucs, je vois pas comment on va pas les importer. C'est-à-dire que le café, le cacao, le pétrole, je vois mal comment on va se démerder pour le produire en métropole. Par contre, la capacité à produire de l'intelligence, et notamment du numérique, on a des très bons ingés qui nous sont enviés par la planète entière. On a des très belles boîtes qui nous sont enviées par la planète entière. Et aujourd'hui, on les brade et on ne mise pas sur eux. Et ça, c'est uniquement aujourd'hui un problème de culture et de politique qui fait qu'aujourd'hui, on brade cette capacité-là, qui est une capacité clé pour le monde de demain. On la brade et on ne lui donne pas la capacité à émerger. Et ça, c'est un truc qu'on pourrait garder en local, fructifier de l'argent là-dessus au lieu d'importer, et qu'on ne fait pas. Et c'est un problème, encore une fois, c'est un problème culturel avant tout. C'est la fameuse technologie américaine. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ces notions-là, il est temps qu'on se regarde en face, et surtout que les acteurs économiques qui sont multiples, et là je pense à nos amis du CIGREF dans les grandes boîtes, commencent à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer si jamais on appauvrit le pays, est-ce qu'on sera vraiment en posture de force. Et ça, je pense que c'est un sujet important, au-delà des problèmes de vie privée, etc., où je pense qu'il y a des gens qui peuvent déjà intervenir assez largement sur ces sujets-là, c'est quels sont les impacts économiques d'avoir trop d'import par rapport à l'export, quoi. C'est aussi simple que ça. Merci à toi, Quentin. Donc, c'est bien parce que tu vas faire le pont, puisque tu nous as parlé de cloud, et ça va être un des sujets d'Olivier. Je reprends juste quelques éléments avant de te passer la parole, Olivier. On a entendu que c'était un sujet géopolitique, un sujet économique, un sujet culturel, et on entend aussi, j'ai entendu aussi des verbes qui étaient évidemment s'enrichir, s'appauvrir. Donc tout le monde y croit, on va dire. En tout cas, tout le monde aujourd'hui a envie de dire que ce n'est plus un sujet ringard, au contraire, c'est au cœur de l'actu. Et toi, justement, tu voulais rebondir par rapport à l'actu. Je te laisse réagir déjà par rapport à ce qui vient de se dire, et puis si tu voulais aussi nous parler de l'élément d'actualité que tu souhaitais soulever. Ok, merci Fadila. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que chacun a dit. Chacun finalement a son approche. Je crois qu'il faut pas tomber dans le risque de la définition, parce qu'on peut passer des heures et des heures. D'ailleurs, les GAFAM savent très bien faire ça. Ils savent dire, mais quand vous me parlez de souveraineté numérique, de quoi parlez-vous? Moi, je veux simplement donner un peu mon cheminement intellectuel. Comme Pierre, comme Anthony, comme Fabrice. Je suis peut-être un peu plus vieux qu'eux, mais je suis né professionnellement à la fin des années 80, début 90, avec l'Internet qui arrivait dans le grand public. Et j'ai cru à l'idéologie qui l'accompagnait, parce qu'il n'y a pas les technologies sont jamais neutres. Et cette idéologie s'appelait les libertariens. Donc on allait faire, on allait réussir le rêve d'unir tout le monde. Je crois que c'est Pierre qui a cité John Perry Barlow, qui était musicien et par ailleurs fondateur de l'Electronic Frontier Foundation, qui avait fait une déclaration, on va savoir ça, en 96, d'indépendance du cyberespace, et qui disait, je l'ai devant les yeux parce que je voulais quand même vous le lire, au nom de l'avenir, vous qui êtes du passé, je vous demande de nous laisser seuls. Donc on était complètement imprégné de cette idéologie libertarienne, et tout était beau, tout était vraiment sympa, c'était la cool attitude, il y avait plein d'éléments de langage nouveaux qui arrivaient au fur et à mesure. Les derniers, c'est par exemple disruptif, et donc voilà. Et puis moi, au milieu des années 2000, 2010, 2015, j'ai pris conscience d'une chose,
Et j'ai écrit un livre qui était en 2016, qui a été primé au FIC en 2017. Mon titre est Quand le digital défie l'état de droit. Digital, c'est un mot anglais, numérique. Pas le livre dans les yeux, mais il a été typographié de manière différente pour bien montrer qu'on parle de l'anglais. C'était bien le premier livre, en fait, sur le sujet, non? Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, le mot souveraineté, je l'ai pas utilisé parce que toi, Fadia, tu as démarré très fort avec Michel Debré. Excuse-moi, et en même temps, t'as vu, à cause de Michel Debré, je t'ai pas présenté, donc t'inquiète pas, je vais le faire juste après. Non, mais bon, disons que c'est vrai qu'il y a le risque d'être, c'est le souverainisme qui est connoté politiquement, et je pense que c'est connoté politiquement, et donc ce mot, je l'ai pas utilisé dans ce livre. Je suis parti d'un test qui était très simple. J'ai pris une jeune fille que j'ai appelée Alice, pour ceux qui font de la crypto, Alice et Bob. Et puis j'ai commencé à la suivre du matin au soir. Elle se levait, elle écoutait, elle regardait Twitter pour les infos, elle allait en Uber au travail, elle faisait son marketing sur LinkedIn, et puis et comme ça, elle utilisait une trentaine de services. Elle se terminait le soir par une bonne vidéo sur YouTube et une bonne série sur Netflix. Puis après, j'ai regardé le contrat qui était conclu, qui était souscrit par Alice avec chacun des services. J'ai regardé la loi qui était désignée et le tribunal qui était également désigné en cas de difficulté avec ces différents services, y compris Facebook, notamment Instagram, tout ça. 90% désigné la loi californienne et le juge californien. 80%. J'ai donné les chiffres dans le livre. On était en 2016-2017, ça s'est sans doute amélioré, mais c'était la situation à l'époque. Ça pour dire que ces problèmes de dépendance, de dépendance économique ou de souveraineté numérique, ils concernent certes les États, effectivement toute la sphère publique, mais c'est également un problème qui concerne les entreprises. On pourra en parler avec cette initiative bleue qui s'appelle Bleu et qui concerne Capgemini et tu vas nous en parler. Je vais en parler. Et puis qui concerne également nous tous citoyens. Parce que finalement, cette façon de faire de ces entreprises, c'est une manière de faire qui a pour objet, ou en tout cas pour effet, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est un système, parce que s'il y en a une qui fait ça, c'est ok, mais s'il y en a 15, c'est qu'il y a un système qui est mis en place, qui tend à nous priver finalement d'un accès à notre état de droit. Et donc, quand, par exemple, ce prof de l'éducation nationale voit sa page Facebook fermée, parce que il a reproduit un tableau de Gustave Courbet qui s'appelle L'origine du monde, où on voit donc le sexe d'une femme, et que ça, c'est shocking pour Facebook, qui perd ses contacts et qui engage une action au tribunal contre Facebook, eh bien, au bout de 5 ans, le tribunal français dit « je suis compétent ». Parce que ça a été une bataille judiciaire pour simplement faire reconnaître la compétence du tribunal français, et avant même qu'on traite... Donc, c'est un problème qui touche tout le monde. Et c'est ça que je voulais dire. Et donc, effectivement, je pense que c'est pas un sujet ringard. Après, le choix des mots est compliqué. Souveraineté, effectivement, souverainiste. Mais en tout état de cause, comme l'a dit Mona, il s'agit de reprendre la maîtrise de notre destin, parce que il est en train de nous échapper petit à petit. Je vais vous donner une dernière anecdote. C'est la loi le Cloud Act qui a été votée sous l'administration Trump, qui en fait c'est une loi bipartisane, votée par les démocrates et les républicains, même si ça a été voté sous l'administration républicaine. Cloud, c'est un jeu de mots. Cloud Act, c'est Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Donc clarifier l'usage overseas, donc en dehors des États-Unis, des données. Et c'est une loi qui tend à autoriser n'importe quelle autorité de poursuite ou d'enquête américaine, n'importe quel shérif du fin fond du Nevada, à demander à une entreprise sous juridiction américaine de faire injonction de communiquer les données d'une personne désignée, d'un groupe de personnes désignées. Et quand j'ai voulu parler du Cloud Act dans un certain nombre d'organisations professionnelles en France, eh bien comme parmi ces organisations, celle-là est financée par telle grande entreprise, je vais pas donner de nom, GAFAM, telle autre à tel sponsor, à telle grande manifestation qu'il organise, eh bien il y a un certain nombre de portes qui se sont fermées. J'en fais pas ombrage, mais je veux dire que c'est pour moi été la première illustration, la première démonstration que ce problème de souveraineté numérique
j'utilise le mot, avec les GAFAM, est un problème qui peut aller très loin. Voilà. Alors, moi, on va peut-être parler des Chinois. Alors, attends, je vais juste te reprendre sur un point, Olivier. Tu voulais nous parler aussi d'un élément d'actualité c'est ce qui t'avait motivé justement pour que on échange et que voilà. Donc, je rappelle que Maître Iteanu, est un grand avocat spécialiste en IT, numérique, RGPD. N'est-ce pas que tu es aussi membre d'honneur de l'ISOC, et j'ai vu d'ailleurs que nous avions Nicolas Chani, qui est le président, qui nous écoutait. Je sais pas s'il est toujours là, mais il était là tout à l'heure. Voilà tout. Maître Iteanu est un très bon avocat, je tiens quand même à le dire, parce que Maître Iteanu m'a défendu dans une affaire où j'étais en fort mauvaise posture, affaire sur laquelle on s'est plutôt bien sorti de l'affaire. Donc je tiens quand même à remercier une fois de plus Maître Iteanu. Merci Quentin. C'est bien de le dire aussi. Oui, c'est bien. Alors dans ce contexte-là, Capgemini et Orange ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent un cloud de confiance, encore un nom un peu galvaudé, et de passer un partenariat avec Microsoft pour permettre l'accès des entreprises à tous les outils performants de Microsoft, notamment évidemment Office, etc. Et de mettre ce partenariat et les infrastructures qui vont être utilisées dans un environnement dit indépendant, c'est-à-dire de le cloisonner, de le rendre autonome, il parle d'autonomie opérationnelle, de façon à ce que Microsoft, ses salariés, puisqu'il est aussi question dans le communiqué de faire travailler des propres salariés de cette alliance entre Capgemini et Orange, leur propre personnel, de faire en sorte que Microsoft n'ait pas accès aux données des personnes qui recourront à ce cloud de confiance. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que on en parlera peut-être, mais que la réaction à la souveraineté numérique, c'est plutôt, on va dire, le séparatisme. Encore un mot pourtant un peu utilisé dans l'actualité par ailleurs. Enfin, c'est plutôt de dire on va se séparer des GAFAM, ce qui d'ailleurs n'est pas possible parce que on n'a aucune solution alternative. Bon, en tout cas, il y en a peu. Là, on est plutôt dans un mode réalisme, je dirais, c'est-à-dire, oui, effectivement, utiliser les services de ces GAFAM, dans l'occurrence là du Microsoft, mais essayer de contrecarrer les difficultés que crée cette dépendance économique et cette dépendance numérique. Voilà, donc c'est une annonce qui a été faite il y a quelques semaines, je crois qu'elle date de mi-mai, fin mai, et c'est j'ai trouvé, c'est pour ça que je t'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai dit que je pensais que c'était intéressant d'évoquer la question de la souveraineté numérique. C'est un communiqué du 27 mai 2021, donc c'est vraiment tout récent. Oui, parce que ce qu'on peut rappeler en fait aujourd'hui concernant notre dépendance, c'est que on reconnaît aussi le fait qu'aujourd'hui rares sont les entreprises, si c'est pas dire qu'une entreprise aujourd'hui est en capacité quelque part de gérer en fait l'ensemble, on va dire, de la gestion des données, c'est-à-dire du stockage, à l'exploitation, l'analyse, etc. Donc généralement, elles font appel en fait aussi à d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir à ce que vient de dire Olivier ? Oui, je voudrais dire juste une chose, c'est le débat qui a été fait très longtemps par rapport au logiciel libre, à savoir est-ce qu'on a une solution alternative, est-ce qu'on est capable de produire une qualité suffisante pour un certain nombre d'entreprises. Malheureusement, et je suis le premier à regretter, ça n'a pas toujours été le cas pour les logiciels libres, même s'il y a des exceptions. Or là, c'est bien proposer une solution où il y a un accès plus compliqué aux données, tout en fournissant, ce qui était une demande d'un certain nombre d'entreprises, accès à des outils plus performants que ce que pour le moment, donc c'est peut-être l'idée, c'est de voir si ça ne peut pas être une solution uniquement transitoire, pour revenir sur la question économique qui a été largement mise en avant, notamment par Quentin, de pouvoir profiter de services performants, mais à côté, c'est-à-dire permettre aussi dans ce cas-là des solutions françaises ou autres, ou européennes, pour qu'on ait quelque chose de plus large, se développer, pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de plus complet. Mais il faut bien commencer quelque part. Et la vraie question, c'était l'accès des données par rapport à toutes les lois américaines, de savoir qui héberge, avec quels employés, et ainsi de suite. Donc oui, c'est un bon start. Avant de passer la parole à Pierre, j'informe juste pour toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez lever la main depuis si vous avez besoin si vous souhaitez réagir, poser une question. Toutes les questions sont bonnes. Ne vous dites pas que cette question n'en vaut pas la peine ou qu'elle est pas assez, experte ou pertinente. Toutes les questions le sont et surtout j'ai demandé à Anthony de m'aider un petit peu à faire monter les personnes on stage pour celles qui le souhaitent, parce on sait aussi que ces derniers temps il y a quand même
aussi pas mal de trolls, donc il va m'aider en fait pour cela et je le remercie. Pierre, tu souhaitais réagir, je crois. Oui, merci Fadila. Je voulais juste réagir à ce que disait très justement Olivier sur la difficulté au fait d'avoir des solutions qui nous permettent d'avoir une forme de souveraineté. Je voulais juste compléter peut-être très rapidement en disant que au-delà de l'initiative qu'il a citée, il y a au niveau européen une initiative qui est quand même intéressante qui s'appelle Gaia-I, qui est une initiative avec des gros acteurs européens, et notamment un acteur qu'on a, à ma connaissance, pas encore cité, qui est OVH, qui en termes d'hébergement et de cloud est quand même le premier acteur européen, et est un acteur français. Mais aussi des Allemands très puissants, One and One, Yonos, Denic. Donc, il y a une prise de conscience au niveau européen, et ça va avec, et je m'arrêterai là parce que je veux pas être trop long, mais de mon point de vue, ça va aussi avec la perception par un certain nombre de pays européens de la nécessité d'avoir des politiques industrielles. Parce que de la même manière que, Fadila, tu as introduit le débat en posant la question de est-ce que souverain c'est ringard, de la même manière, pendant des années et des années, les débats ont été autour de est-ce que l'idée même d'une politique industrielle, le plan calcul de Monsieur Debré, est ringarde. Là, c'est en train de changer aussi, et on commence à admettre qu'on peut orienter le développement de secteurs économiques au niveau européen pour assurer la souveraineté. C'est une nouveauté qu'il faut saluer et qui, de mon point de vue, nous donne de l'espoir. Oui, alors, du coup, Pierre, juste, si je peux me permettre, en tant que First Day Member de GaiaX, GaiaX n'a pas pour objectif de favoriser le cloud européen. Ça, c'était la première idée de GaiaX. Et puis après, il s'est passé à chaque fois ce qu'il se passe dès qu'on crée un dispositif compliqué, qu'on veut ouvert à la libre concurrence non faussée avec nos amis les GAFAM, on a accepté des Américains à l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec Google, Microsoft, même Palantir et Salesforce. On rejoint GaiaX. Et l'objectif de GaiaX n'est plus ça. L'objectif officiel de GaiaX est de favoriser l'adoption du cloud par les entreprises européennes. Pas du cloud européen, du cloud par les entreprises européennes. Et donc en fait, si tu veux, là où je veux bien signifier un truc, c'est il y a un truc qui est très important à voir. Il ne sert à rien d'essayer de jouer selon les règles du jeu. Personne dans le monde, que ce soit les Chinois ou les Américains, ne joue selon les règles du jeu. Je vois pas pourquoi nous, on essaierait de jouer selon les règles du jeu, ça ne marchera pas. Le problème est toujours le même. On a des dispositifs qui sont gérés par des politiques qui aujourd'hui n'ont toujours pas compris que le cloud, c'était tout sauf une histoire de hardware. Si tu prends aujourd'hui du Amazon Lambda et que tu le compares à du OVH, le prix à la ressource, il est d'un facteur 120. C'est-à-dire que c'est 120 fois plus cher d'acheter du Amazon Lambda. Pourquoi ? Parce que ce que tu achètes, c'est pas le fait qu'Amazon ne sait pas négocier ses prix quand il achète du hardware dans ses data centers. Je pense qu'on peut leur faire à peu près confiance là-dessus. Ce que tu achètes, c'est le software. Et moi, ce qui m'a choqué dans la dernière déclaration gouvernementale, et ce qui était dans bleu, c'est de considérer que le software n'est pas là où il y a la valeur. Le cloud, c'est du soft. L'IT, depuis le début, la question, elle est le soft. Et en fait, le problème de larguer le soft, il est là. Et quand aujourd'hui, GaiaX a vrillé légèrement parce qu'on n'a pas fermé la porte aux Américains en disant non, vous êtes nos alliés, mais tout allié qui se respecte, on a quand même envie d'avoir un jardin à nous, eh ben, on a en fait cette problématique-là, c'est que on n'a pas des politiques qui sont assez focus sur la notion de software. Et on est encore dans une politique très industrielle au sens secondaire de l'économie du terme, qui regarde des serveurs s'aligner dans un data center et se disent que du coup, on est en sécurité. Ok, moi je rebondis juste rapidement en disant qu'OVH, c'est pas que du hard, hein, quand même. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas du tout que du hard, c'est aussi largement du soft. Hein. Oui, non, mais je te comparais, si tu veux, des ressources équivalentes pour donner aux gens une idée de ce qui est acheté dans du cloud. Ce que tu achètes dans du cloud, c'est du soft avant tout, et le hard n'est qu'une conséquence du soft que tu achètes. C'est ça que je voulais donner comme
illustration. Il y a Mona et Alors moi, je voulais Fabrice. réagir. Pardon, vas-y, Ouais. Mona. Oui, je voulais juste réagir à ce qu'a dit Olivier. En fait, sur revenir sur le cas Capgemini Orange, ça pose une question plus profonde en fait, de se dire aujourd'hui le monde du digital, il est quand même, il y a eu une hégémonie des GAFAM en termes serviciels. Hein. Aujourd'hui, un Gmail tombe, il y a combien d'entreprises qui vont être bloquées. Donc il y a un véritable enjeu effectivement autour de cette souveraineté, cette capacité de maîtriser en tout cas nos systèmes d'information et nos services et notre activité économique par conséquence. Et c'est un bon exemple de se dire, est-ce que c'est dans ce champ-là qu'il faut que je me batte? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je dise, ils ont inventé, ils ont innové, ils ont créé tout un ensemble de services qui font vivre même notre économie, mais est-ce qu'il faut, et là il y a des vrais enjeux, je dirais juridiques et même au niveau européen, de se dire comment on peut réguler avec les outils juridiques, justement, pour qu'on puisse pas à se retrouver dans des situations où on a aucune protection de nos données, aucune protection de nos flux de données, etc. Donc je pense qu'il y a un champ juridique, en tout cas européen, qui est, à mon avis, aujourd'hui encore trop suffisamment timide par rapport au champ qu'on devrait. Enfin, c'est un vrai, j'allais dire combat, mais c'est pas un abus de langage. Hein, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas de politique au niveau européen, à aller traiter. Sur l'open, sur les hébergements des data centers, moi je vois sur mon territoire, on a beaucoup de data centers. On a, il y a 2 mois, on a un projet européen qui est un projet à 1 milliard d'euros pour récupérer, je dirais, l'hébergement des données, pas que du territoire, hein, mais au niveau national et européen, parce qu'il y a aussi cette idée de maîtriser les systèmes d'information et les data centers, l'accès aux data centers, les flux de données, toute la problématique de cybersécurité aussi qui est apparue notamment avec la crise Covid, où il y a eu tout un tas de cyberattaques et une vraie volonté, en tout cas, du gouvernement de pouvoir financer aussi la protection, je dirais, des TPE, des PME et des collectivités locales. Et puis, l'open source, je pense qu'il y a un champ encore, et d'ailleurs, c'est un champ qui est identifié. Il y a un champ de développement, de croissance en termes d'innovation. On a de très très bons acteurs, ça a été dit tout à l'heure, on a de très très bons acteurs, on n'a vraiment pas de quoi rougir en tout cas sur nos ingénieurs, nos acteurs de l'écosystème numérique, notre capacité d'innover, nos universitaires, nos investisseurs. Ce champ de l'open source a une croissance quasiment exponentielle. Il y a des places de marché à prendre et il y a des choses où on peut être attendu, innover, créer des propositions de valeur, créer de la valeur, créer de la croissance économique, créer de la croissance sociale aussi, tout ça étant étroitement lié. Donc moi je dirais aujourd'hui, l'exemple que tu as donné Olivier sur la partie Orange Capgemini, elle m'interroge en me disant mais ok, les GAFAM, les BATX, vous avez créé des services, j'en ai absolument besoin parce que de toute manière, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à refaire un Gmail aujourd'hui, pourquoi pas utiliser, mais par contre aller se dire côté juridique, interpellons le législateur et allons explorer les champs qui nous permettent de nous garantir cette souveraineté et cette protection de nos données et aussi de la continuité de service, avoir de véritables engagements. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à l'exemple qu'a cité Olivier. Je vais me permettre de rajouter juste un instant, il y a Fabrice et Olivier qui voulaient et ensuite on accueillera Sandrine. Donner la parole à Sandrine aussi. Oui. Non seulement Gaia de plus en plus a une vaste opération de lobbying, non seulement les Américains ont clairement pris le pouvoir, parce que dans le conseil d'administration de Gaia X, il n'y a que des individus qui sont dépendants des GAFAM, mais on a carrément maintenant les Chinois qui sont arrivés dans le consortium. Donc ça n'a strictement rien de souverain, c'est plutôt une ode à l'ouverture des frontières au libéralisme. Et absolument pas ce qui était attendu initialement du projet et la façon dont il était marketé. Et pour ajouter aussi, il y a une vraie possibilité pour la santé. On t'entend mal, Fabrice. Fabrice, ça coupe, on t'entend mal, faut que tu reprennes. Les 15 dernières secondes. Donc je disais, pour terminer sur GaiaX, on en est au stade. Les Chinois maintenant sont dans le consortium GaiaX. Le conseil d'administration est composé exclusivement de gens qui sont dépendants des GAFAM. Et pour ce qui est du logiciel libre, il y a pour la puissance publique un véritable rôle à jouer parce que certes Gmail est prédominant, mais c'est pas forcément une super idée d'être à ce point dépendant d'une technologie. Le jour où elle tombe, les impacts économiques seront considérables et ça n'est pas un si grand challenge de proposer ce genre de service
tout ça est disponible en logiciel libre, que ça soit Gmail, G Suite ou même Google Meet, tout ça a des équivalents qui sont tout à fait fonctionnels en logiciel libre. Ce qu'il manque, c'est des entreprises ou en tout cas des entités qui proposent ce genre de service aux citoyens. Et là, la puissance publique peut tout à fait se substituer au manque fondamental de modèle économique qu'il y a derrière le logiciel libre. C'est après tout un bien public. On peut tout à fait imaginer demain qu'une région, qu'un département ou qu'un État fournisse des solutions de vidéoconférence typiquement pour l'éducation. On a des solutions qui auraient tout à fait permis d'avoir une continuité pédagogique sur la base de logiciel libre. Certains lycées qui étaient un peu plus avancés que d'autres s'en sont sortis comme ça. Malheureusement, il n'y avait pas les ressources suffisantes, et je parle vraiment de ressources qui sont tout à fait à la portée d'un département, d'une région, pour proposer aux lycées, dont elles ont la charge, les régions, des alternatives aux GAFAM. Là-dessus, il y a un vrai effort des politiques à faire, et pas nécessairement de l'État. Ça peut se faire d'un point de vue beaucoup plus local. Très bien. Olivier, je te demanderai de réagir, et à tous après, je vous demanderai, parce je pense qu'on va accueillir quelques personnes, et là il y a Sandrine qui attend depuis un petit moment. Après, si on peut être un peu plus, je dirais un peu plus succinct dans les réponses, ça serait génial. Je sais que c'est pas évident sur un tel sujet, mais voilà. Olivier, je te laisse ajouter. Tu voulais réagir par rapport. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Depuis un peu de temps. Pour rebondir sur ce que disait Mona, oui, effectivement, le droit, c'est un outil d'intelligence économique. Ça, on a oublié ça. On a oublié ça en Europe. Et c'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'il faut aider par les règles de droit posées ceux qui sont vertueux, et il faut sanctionner ceux qui sont, on va dire, vicieux. Mais le droit ne peut pas tout. Regardez récemment la décision de l'autorité de la concurrence qui a en fait passé une transaction avec Google condamnée à 220 millions d'euros d'amende. C'est intervenu après que Google ait tué tout le monde. La réalité, c'est ça. Donc le droit ne peut pas tout. Il faut aussi que on aide à l'émergence de solutions alternatives, de champions européens, ce qu'a raté la Commission européenne Barroso au milieu des années 2000 quand toutes ces grandes entreprises sont arrivées. Et dans le dans le panier des solutions alternatives, évidemment, l'open source. Alors là, le logiciel libre à fond, quand on peut, évidemment. Voilà ce que je voulais dire. Merci à toi pour cette réponse. Vous allez pouvoir réagir aussi après, mais Sandrine, bonsoir et ravie de t'accueillir. Merci bonsoir Fadila, bonsoir à tous. Alors, moi j'avais une question peut-être un peu de néophyte, mais j'entendais Fadila que tu disais toute question était bonne, donc je me permets de la poser. Tout d'abord, je vous ai écouté avec attention, j'ai compris immédiatement que la souveraineté numérique n'était bien évidemment pas un sujet ringard, bien au contraire un sujet essentiel. J'entendais aussi Mona parler de réappropriation de notre destin numérique, de prise de conscience, d'éveil, et j'avais une question en fait à savoir comment rendre accessible justement ce concept qui, certains d'entre vous l'ont dit, semble quand même assez complexe, ne serait-ce que dans l'expression souveraineté numérique. C'est quand même des mots qui sont forts et qui font résonance et peut-être qui sont pas immédiatement comprises par tous. Et dans tous les cas, j'ai pas le sentiment que ce soit accessible à tous. Donc, est-ce que vous pensez que c'est important d'abord de rendre accessible à tous et dans ces cas-là, qui concrètement représente en fait cette souveraineté numérique, qui pourrait justement se permettre de former, d'éduquer, de faire prendre conscience, comme Mona le disait, et d'éveiller les consciences, parce que je pense que c'est peut-être même pas un sujet pour la majorité d'entre nous. C'est vachement bien ce que tu dis, parce que Fadila, quelques éléments de réponse. Oui, bien sûr. Je voulais juste dire que j'avais soulevé dans le discours de Debré quelque chose qui m'avait épaté et qui allait dans ton sens, Sandrine. J'ai l'impression qu'on est un peu schizophrène, parce que d'un côté il y avait cette idée d'avoir une grande ambition pour la France, et de l'autre côté il ajoutait dans la suite de son discours, ouais, mais il s'agit pas d'avoir un monopole. Et alors aujourd'hui on craint d'utiliser le terme de souveraineté, mais de l'autre côté Éric Sadin, lui, le philosophe, parle de colonisation d'un nouveau genre. La sénatrice Catherine Morin-Desailly utilise également le terme de colonie du monde numérique. Donc c'est également, on va dire, quelque part des termes aussi qui parlent aussi d'une forme de domination. Donc finalement, le mot souveraineté, il s'associe plutôt bien en contrepartie. Vas-y, Mona, je te laisse réagir à ça. Enfin, oui, pas à moi, à ce que disait Sandrine. Oui. Des éléments très concrets, Sandrine. En fait, la question est très 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 pertinente
parce que la souveraineté numérique, on va l'aborder sur plusieurs prismes. Le prisme, je dirais, de l'acteur des écosystèmes numériques, hein, ça va être l'expert du digital, etc., et celui du citoyen lambda, où là, on va retrouver tout autour de la notion de l'identité numérique. Et en fait, moi, j'ai souhaité qu'on travaille avec. On a un réseau de plus de 23 médiathèques. On a fait évoluer les médiathèques comme étant des vrais lieux de ressources numériques où on accompagne, plus qu'on est passé par des phases d'acculturation, mais on se réapproprie en fait nos capacités à évoluer, je dirais, dans le cyberespace, c'est-à-dire que comment on gère notre identité numérique, comment on gère nos interactions avec le monde numérique et comment on reprend ce que j'appelais moi la maîtrise de notre destin numérique, c'est-à-dire comment je fais en sorte que dans ce cyberespace, j'évolue en étant vigilant de ce que ça va de la gestion des réseaux sociaux à comment j'utilise et comment j'accompagne les nouveaux usages du numérique. Je dis souvent que l'innovation c'est une ambition humaine et que il faut que le commun des citoyens ait bien conscience qu'à partir du moment en postant en fait en postant sur notre room de ce soir, je tombais sur un gif qui disait I'm a data. Donc on doit aussi prendre conscience de ça et nous dans notre quotidien être suffisamment vigilants en termes de gestion de notre identité numérique. Mais ça c'est un véritable vrai débat. Et j'ai aimé d'ailleurs la première notion enfin Fabrice, que tu as dit tout à l'heure sur le bien commun, etc. J'y souscris, même s'il y a des difficultés qui feraient elles-mêmes un sujet à part entière. J'ai beaucoup travaillé sur les travaux d'Eléonore Ostrom sur le bien commun, et on est dans ça, c'est-à-dire comment je construis un cyberespace qui nous reste notre propriété, et surtout comment je gère ma propre identité numérique dans ce cyberespace, Sandrine. Et ça, là-dessus, nous, on s'appuie sur le réseau des médiathèques. En tout cas, sur mon territoire, on est le premier à avoir fait le plan territorial d'un numérique inclusif, mais pas dans l'inclusion numérique, j'ai pas d'ordinateur et je manque de connexion, ça c'est traité. Mais comment je m'inclus dans ce cyberespace et comment je m'assure de maîtriser mes interactions, donc mon identité numérique. Est-ce qu'on a une ambition si forte que ça, et quels sont les moyens? Vas-y Pierre, je crois que tu voulais réagir. Moi je voulais aussi rajouter quelque chose. Ah vas-y. Oui, juste puisqu'on parle d'éducation, il y a un truc qui s'appelle l'éducation nationale. On parlait justement de citoyenneté. Il y a de l'éducation à la citoyenneté au sein de l'éducation nationale. Il y a des questions justement, il y a eu tous les passeports numériques et autres. Toutes ces problématiques, elles existent au sein du savoir que transmettent les profs. Elles sont un peu plus larges, mais rien n'empêche facilement de pouvoir le transmettre à ces moments-là. C'est un moment privilégié, tout comme n'importe quelle boîte va essayer de chercher aux moments les plus jeunes, comme les banques ou autres, les gens quand ils sont plus jeunes, pour les accrocher, c'est la même chose. Si l'éducation nationale arrêtait de passer des deals avec Microsoft de manière non-stop, sous prétexte que Office 365 c'est gratuit et prenait l'habitude de permettre d'utiliser du libre, il y aurait une autre vision parce que les gens prendraient l'habitude d'utiliser ce type de logiciel. C'est pour ça que dans un certain nombre de boîtes, il y a Adobe laissait pour les étudiants traîner un certain nombre de licences pour l'ensemble de leur suite. Chez les architectes, quand on est étudiant, on peut utiliser AutoCAD, ce qui fait que derrière, c'est AutoCAD ou rien, et là, ça devient payant. Donc il y a un effet d'aubaine qui se crée à l'État et à l'éducation nationale de faire cette éducation et de créer cet effet d'aubaine avec les logiciels libres, parce qu'on prendra l'habitude de l'utiliser, et donc naturellement que par la force de l'habitude, il y a le côté la pente du sentier qu'on va suivre et qu'on continuera à déployer ce type de technologie. Ok, je crois que c'est Pierre et Fabrice qui voulaient intervenir. Oui, alors d'abord merci beaucoup Sandrine pour la question. Je pense que c'est moi ce que j'essayais de dire. Hein. Je suis pas du tout un ravi de la crèche qui pense que tout ce qui se passe à la Commission européenne c'est génial pour la souveraineté. Ce que je pense qui est positif aujourd'hui, c'est que le terrain est favorable pour cette prise de conscience dont Mona parlait notamment. Et finalement, ce qu'on a évoqué depuis le début de la conversation, c'est à la fois un problème d'offre et un problème de demande. L'offre, si on veut la structurer, il y a un enjeu de politique publique et il y a un enjeu de politique industrielle. Alors, on n'est pas obligé de mal le faire comme GAIA-X, mais en tout cas, le fait même que la question soit sur la table, c'est une bonne nouvelle.
de mon point de vue. Et puis il y a la question de la demande. Et sur la demande, moi je pense qu'il y a un outil qu'on n'utilise pas suffisamment, qui est l'outil de la proximité et qui est l'outil du Made in France. Qui marche aussi bien pour les infras d'ailleurs que pour les logiciels au fond. Et ce qui manque de mon point de vue, c'est très compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de le faire dans la salle. Moi, j'ai essayé de me renseigner pour que le .fr soit certifié produit en France. Vous savez, j'ai jamais réussi. Alors que 100% du code est fait en France, que tous les serveurs d'hébergement qui font autorité sont en France, qu'on maîtrise la totalité des technologies de bout en bout. Eh ben, il me manquait des choses pour être certifié Made in France. Alors, j'imagine que c'est plus facile pour un ébéniste que pour un registre de nom de domaine. Mais au fond, il faut qu'on arrive aussi à trouver des éléments d'indication pour les consommateurs français en leur disant, voilà, il y a des choses qui sont Made in Europe ou Made in France. Je termine juste. On a évoqué à plusieurs reprises, aussi bien Mona qu'Olivier, que Fabrice, Gmail. Effectivement, il y a des alternatives à Gmail, mais la première alternative à Gmail, c'est l'utilisation du nom de domaine, par exemple. Et c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Les Allemands, qui sont pas très loin de chez nous, ils ont plus de 12 millions de .de et tout le monde a son adresse mail en .de. Et pourtant, ils sont ouverts à la concurrence, ils connaissent les GAFAM, ils ont entendu parler de Google, etc. Donc, et c'est pas non plus un pays où il y a des politiques industrielles ultra fortes. Donc, c'est une question probablement pour moi de signaux envoyés aux consommateurs. Bon, alors, écoutez, je savais que sur un sujet comme celui-ci, on pouvait discuter énormément. Olivier, vu que tu étais l'invité spécial, et je vais faire quelque chose de particulier, je vais te demander de clôturer. Tu as l'habitude de faire ça en tant qu'avocat? Ouais, non, mais pour conclure, je dirais qu'il y a un risque qui nous guette, c'est le défaitisme. Hein, et la perte de confiance en nous, ça a été dit par Damien. Et il faut terminer par une note positive. C'est Mona qui a dit reprendre la maîtrise de notre destin, peut-être même plus sobrement reprendre la main. Et finalement, c'est une attitude générale sur le numérique, reprendre la main. Damien disait Coca-Cola, etc. Mais la grande différence avec Coca, McDo, etc., c'est qu'on peut leur parler à ces gens-là. Qui est-ce qui a parlé à Google, Facebook dans la room aujourd'hui? Personne. Donc reprendre la main et puis voilà, exister, mettre l'humain au centre, ça a été dit aussi. Ouais, c'est un sujet qui va nous permettre de répondre aux personnes. Juste un instant. Oui, attends, avant de dire merci, justement, on va évidemment clôturer. Je voudrais quand même tous vous remercier, aussi bien tous les speakers qui ont accepter cette invitation, l'objectif en fait de ce type de room, j'aime bien avoir plusieurs speakers parce que je me dis que ça peut vous offrir en fait différents angles de vue et pour enrichir le débat. Est-ce que pour chacun, en moins de 30 secondes s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une piste en particulier pour vous qu'il faudrait privilégier? Anthony, ça serait quoi ta piste? Je pense qu'on focus beaucoup sur les GAFA et qu'il y a tout ce qui est BATX qui arrive, qui à mon avis représente un plus grand danger sur un certain nombre de points. Et pourtant, quand on écoute, en fait, dans les déclarations de principe, on se montre beaucoup plus offensif avec les BATX, comme quoi c'est un danger, alors que le danger immédiat, c'est les GAFAM, et on laisse faire comme un certain nombre de choses. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais peut-être que pour une fois, et c'est Mona qui parlait d'intelligence artificielle et tout un tas d'autres choses, on pourrait essayer de prendre de l'avance et regarder justement ce qui se passe au niveau BATX et pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà. Merci à toi. Moins de 30 secondes, s'il vous plaît. Pierre, ta piste, ça serait laquelle? Je pense que c'est la piste qui a été évoquée vers la fin des marchés, et notamment des marchés publics où véritablement il faut réussir à désintoxiquer les grands donneurs d'ordre des préjugés qu'ils ont sur la qualité des produits qui sont faits par les PME françaises dans le numérique. Merci. Mona, ta piste en moins de 30 secondes? En 30 secondes, innovons, ne soyons pas les éternels suiveurs ni des GAFAM ni des BATX, prenons notre avenir en main, créons de la valeur collective, et là c'est la notion de bien commun, et puis plus familièrement, arrêtons de courir après notre ombre que représenteraient les GAFAM et les BATX, et puis surtout, je crois que dans ce monde, dans cette mondialisation et dans tous les enjeux et opportunités que ça peut avoir, on a en tout cas côté européen, deux valeurs fondamentales
fondamental, c'est l'éthique, la responsabilité, et mettons aussi l'humain au centre de ce qu'on construira, en tout cas pour le monde de demain, qui est celui déjà d'aujourd'hui. Voilà. Merci à toi, Fabrice. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de jouer à un jeu dont les dés sont pipés, que de faire des Google français, des Facebook français. C'est perdu d'avance. On a un retard là-dessus qui est tellement considérable et une incapacité à financer ce genre d'aventure qui fait que on a perdu d'avance. Par contre, on peut changer les règles du jeu. Et il y a une solution qui s'offre à nous et sur laquelle on pourrait du jour au lendemain être un acteur de poids, c'est le fameux logiciel libre. On pourrait inciter l'État à investir massivement là-dedans, à participer même à la gouvernance de tout un tas de projets qui seraient considérés comme souverains. On changerait les règles du jeu et du jour au lendemain, on pourrait devenir les champions et complètement redéfinir tout un univers de technologie et qui plus est les imposer dans les services de l'État. Merci. Quentin, en 30 secondes, ta piste serait laquelle ? Je pense que la première chose à voir, c'est il faut de la bienveillance. Moi, très souvent, ce que je vois, c'est que les Européens sont très très durs dans le jugement des technologies européennes et ne prennent pas le temps de la bienveillance. Et on l'a vu encore ce soir, les technologies européennes se font juger sévèrement. Ayez de la bienveillance envers les gens qui essayent de faire des choses. Ouvrez ce qu'ils font, posez-vous la question de dans quelles intentions ils font, pourquoi et dans quel sens, et prenez le temps de les juger. Et je pense que cette bienveillance, elle est essentielle pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, ce qui est très important, c'est la fermeté. Et je pense que cette fermeté, aujourd'hui, elle ne peut s'obtenir que par une nouvelle réglementation juridique. Et ça passe par le fait que notre droit devienne quelque chose de rapide. Et c'est pour ça qu'il faut en parler à votre député. Encore une fois, les mesures conservatoires. Je martèle ce sujet-là avec des années, avec l'OIP, mais les mesures conservatoires sont probablement la bonne approche. Merci à toi, Olivier. On adresse au juridique le droit, en tout cas, une volonté d'aller un peu plus vite. Oui, mais ça c'est plus difficile parce que un procès c'est un débat, donc il faut que tout le monde s'exprime. Ça se fait pas comme ça, c'est compliqué. Mais bon, effectivement, il y a une piste que vient de dire Quentin. Bon, il faut la regarder. Voilà. Moi, je dirais je dirais une chose négative, une chose positive pour terminer. Rapport de force. Quand Hollywood, qui est un autre groupe de pression aux États-Unis, a tapé du poing sur la table parce que ces vidéos étaient reproduites sur YouTube, ils ont assigné Google à $1 milliard et dans la nuit, il y avait 300 000 vidéos qui ont été retirées. Donc, rapport de force. Et puis le deuxième, peut-être quelque chose de plus positif, peut-être un Small Business Act à l'européenne, permettre aux petites entreprises d'accéder au marché, qu'on les aide, qu'on leur donne des garanties. Bon, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été un peu dans l'air, mais peut-être quelque chose à regarder, peut-être dans le secteur du numérique. Voilà. Ok, on a beaucoup parlé en fait justement aussi de regarder ailleurs, pas focaliser simplement sur les GAFA, se désintoxiquer des grands donneurs d'ordre, et puis surtout arrêter en fait ce jeu. Toi tu parles de rapport de force et Quentin parlait aussi à la fois de bienveillance mais aussi de fermeté, et Mona qui nous parlait aussi d'innovation. Merci à tous. Donc merci Anthony, Pierre, Mona, Fabrice, Quentin de m'avoir accompagné ce soir, et merci aussi d'avoir accepté de déborder. Sandrine, Anne-Marie, Boris, Damien, Mathias, merci pour vos questions et aussi pour vos réactions, d'avoir enrichi ce débat. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés sagement pendant 2 heures et qui n'ont pas regardé le match de foot. Et voilà tout. On avait un sacré concurrent ce soir. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir écouté Fadi Live. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes audio préférées et sur YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les médias sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.